Dans cette vidéo, nous allons aborder les aspects les plus pointus de la vente, ceux qui font la différence à haut, voire à très haut niveau, ceux qui, parmi les experts, fabriquent les vendeurs d'élite. J'ai travaillé son contenu, je dirais, à l'attention des professionnels où les enjeux sont très élevés, où l'expertise est nécessairement indispensable. Dans les professionnels que je connais, je citerai par exemple les spécialistes de gestion de patrimoine, les spécialistes de la gestion de fortune, les spécialistes de solutions retraite et prévoyance, en individuel et en collectif, les spécialistes aussi de la transmission d'entreprise, etc. Alors bien sûr, cette liste, je dirais, elle n'est pas du tout exhaustive. Je l'ai établie pour deux raisons. Tout d'abord parce que, avant d'être depuis 20 ans dans le développement d'affaires, j'ai moi-même pratiqué ce type de métier durant 10 ans au sein du groupe AXA. Et aussi parce que, comme vous le verrez, nous comptons dans notre clientèle et dans notre réseau un certain nombre de ces professionnels experts. Alors, je vais vous dévoiler en quoi consiste vendre avec un carré d'as entre les mains. Cette vidéo, en fait, est un ultra concentré de mes interventions premium de ces 3 dernières années dans toute la France, que ce soit des conférences ou des parcours de formation présentiels premium. Comme ça, dans une quinzaine de minutes, vous pourrez mesurer combien d'affaires à fort enjeu vous pourriez remporter en plus, vous aussi, avec un carré d'as entre les mains. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Pierre Giraud et vous le savez, sur YouTube, je partage avec vous mon expérience, mon expertise d'une carrière entière en prospection et en vente. D'ailleurs, merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant ci-dessous pour recevoir nos prochaines vidéos. Côté business, je suis le cofondateur de l'organisme de formation Leader Vente avec Jean-Ludovic Poix, mon associé. Et puis je suis aussi le fondateur d'un cabinet d'affaires qui porte mon nom. En fait, dans chacune de ces sphères, nous n'avons qu'un seul objectif, contribuer à votre performance et à votre épanouissement professionnel. Vous concernant, en fait, comme dans tous les métiers de conseil, avant d'être missionné et de réaliser vos missions donc chez vos nouveaux clients, vous devez remporter vos affaires commercialement. Et c'est à ce sujet que je viens m'entretenir avec vous à travers cette vidéo. Pour commencer, je vous propose qu'on regarde quels sont vos principaux points d'appui technico-commerciaux. Et là, bien sûr, je dirais en premier point, votre niveau d'expertise métier élevé, auquel s'ajoute un degré de polyvalence sur un spectre assez large de compétences maîtrisées par vous et ou par votre cercle de proches. Là, je pense par exemple à vos associés. En deux, il y a souvent derrière un réseau de partenaires fournisseurs solides, très solides pour l'ingénierie des solutions et la gestion qu'ils vous apportent. En arrière-plan, il y a aussi votre portefeuille client le plus large possible de références. Alors certes, tout cela est très bien et nous serons d'accord pour dire que si cela ça fait l'essentiel, ça ne fait pas tout. En fait, trop d'experts, je crois, travaillent beaucoup mais n'en retirent pas forcément le revenu qu'ils méritent. Ils sont obligés, un petit peu malgré eux, de travailler un peu plus qu'ils ne le souhaiteraient pour atteindre un ROI pas si extraordinaire que ça. Au-delà de la maîtrise de l'art, je dirais il y a d'autres doigtés qui vous différencient, vous, de vos confrères et concurrents, qui peut avoir un impact quand même significatif sur le public. Il y a ce style de bagou, aisance oratoire, et un peu côté théâtral, il y a aussi ce doigté relationnel, entre gens, côté plus savoir-être. Mais pour arriver à de bons niveaux de ces côtés-là, il faut souvent des années d'entraînement et peut-être même un talent de départ. Il y a enfin un autre doigté technique, le doigté commercial. Je veux parler ici des techniques de vente les plus fines, les plus pointues, les plus scientifiques. Et là, il n'y a pas besoin d'années ou de décennies pour les acquérir. Il suffit souvent, de les comprendre simplement, de les assimiler, pour ensuite pouvoir les mettre en application, les mettre en œuvre comme ça sur le terrain et réellement faire la différence. Une différence assez magistrale au regard et à la conscience de vos cibles. À présent, regardons un fondamental de la vente dont je donne souvent la définition suivante. En fait, vendre, c'est résoudre une équation entre un univers de besoins, tous reliés entre eux, et un univers de solutions, toutes séparées entre elles. Et vendre, en fait, c'est l'unique ligne qui relie ces deux univers. Voyez ? Concernant les solutions, il y a bien sûr les vôtres, mais il y a aussi et surtout celles de vos confrères, de vos concurrents. Et vous serez certainement d'accord avec moi. En fait, on ne vend pas, c'est l'autre qui achète, c'est toujours l'autre. Mais quand on est bon vendeur, on peut peut-être mieux fédérer
la décision d'achat. Dans votre activité à fort niveau d'enjeu, le plus important, c'est d'inspirer une totale confiance à chaque étape de la vente. Pas seulement une confiance technique, vous voyez, qui serait liée à votre science, à vous. Pas seulement non plus liée à votre charisme d'homme ou de femme. Non, une confiance plus large, plus fine, qui concerne absolument tout le processus commercial. Regardons cela d'un peu plus près. En fait, dans la première étape de vente, face à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, il y a toujours une phase primordiale, qui est votre présentation. Ce que nous appelons le pitch de présentation. Ici, il est moins important de parler de vous que des conséquences bénéfiques que votre travail va avoir pour votre cible. Le pitch, en fait, c'est ce premier moment crucial pour installer un climat de confiance. Et pour installer un climat de confiance, en fait, il faut avant tout envoyer des messages qui viennent effacer un peu les doutes qu'a votre interlocuteur dans sa tête malgré lui. Car ces questions, en fait, tout le monde les a un petit peu, vous y compris, quand vous êtes le prospect et qu'un commercial vient chez vous. Du genre, est-il pas un voleur? Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps? A-t-il ce que je souhaite? Est-ce qu'il est fiable? Il ou elle, bien sûr. Comment sont-ils organisés? Combien ça va me coûter? Est-ce que je vais avoir un service de qualité? Sont-ils irréprochables? Et le plus dur, en fait, ici, c'est que vous ne devez pas directement répondre à ces questions, ce qui serait plutôt maladroit. Non, vous devez diffuser des messages subtils qui touchent l'âme de votre interlocuteur et qui induisent cela. En fait, quand vous avez réalisé un bon pitch, vous venez de déposer le premier as sur la table de la négociation. La deuxième étape arrive avec la phase de découverte, qui, je tiens à le souligner, est la pièce maîtresse de l'acte de vente. C'est la centrale nucléaire de la vente. Alors je suis certain que sur le plan technique, vous faites ici entre bien, très bien et excellemment les choses. Vous abordez tous les points nécessaires avec le bon relief. Mais il est également probable que sur le plan commercial, vous ne couvriez pas tous les plans. Regardons cela d'un peu plus près. Pour bien faire le job, ici, il y a en fait 3 faisceaux à couvrir. Le besoin, le contexte et les paramètres de décision. Concernant le besoin, eh bien, c'est évidemment les attentes, la sensibilité qu'a votre interlocuteur vis-à-vis de la solution. C'est aussi en prenant de la hauteur les besoins explicites, les besoins implicites et les besoins collatéraux. Passons au contexte. Ici, c'est tout ce qui va autour du besoin, comme par exemple l'historique, bien sûr, des expériences qu'ils ont vécues par rapport à la problématique qui vous réunit. C'est aussi leur environnement matériel, ce sont les acteurs proches, fréquemment influents. Et enfin, concernant les paramètres de décision, eh bien, c'est le planning, c'est la concurrence en place, c'est l'enveloppe budgétaire qui va être accordée, c'est le circuit de décision, c'est les critères de choix, c'est le formalisme peut-être aussi de votre offre. J'ai l'habitude de dire que la pratique la plus fréquente sur le terrain, et ça quel que soit le métier, c'est très bien conduit pour le besoin, assez bien pour tout ce qui touche au contexte, et malheureusement nettement moins bien pour ce qui touche aux paramètres de décision. Voyez-vous, en fait, dans mon expérience, dans ma carrière, j'ai accompagné comme ça, je dirais, des milliers, des dizaines de milliers de commerciaux. Si je devais donner la note moyenne, je mettrais 15-16 pour le besoin, 11, 12 ou 13 max pour le contexte et seulement 7 ou 8 pour les paramètres de décision. C'est donc ici que vous pouvez vraiment faire vivre une expérience différente, beaucoup plus forte, réellement différenciatrice, avec un éclairage plus fin, plus puissant. C'est ici d'ailleurs que les meilleurs prennent la pole position et ne la perdront plus jamais. Je tiens vraiment à dire que celui ou celle qui fait 15-16 au besoin, 15-16 sur le contexte et 15-16 sur les paramètres de décision, laisse tout le monde derrière. C'est lui, c'est elle qui va être en tête du peloton avec le maillot jaune. Mais pour en arriver là, il y a encore 2 autres bras de levier que je considère assez indispensables durant cette phase de découverte. Tout d'abord, en plus, je dirais du fond, il y a aussi la forme, c'est-à-dire la maîtrise de l'art du questionnement. Car souvent, les sujets sont assez bien abordés sur le fond, mais les questions, c'est loin d'être optimal. C'est-à-dire que la formulation de la question fait peut-être 12 ou 13 sur 20, peut-être que 8, 9 ou 10, alors qu'elle pourrait faire 15 ou 16, vous voyez. Et le plus ennuyeux, c'est qu'il existe comme ça des croyances sur la valeur des bonnes questions relatives apparemment aux fameuses questions ouvertes ou les questions fermées. Et qu'en fait, il n'est pas non plus fait un emploi très important des questions alternatives ou à choix multiples, qui pourtant est très pertinent. Dernier point, toujours durant votre phase de découverte, c'est que vous abordez probablement de nombreux sujets et que vous recevez donc
pas mal de réponses en retour, avec des informations, je dirais, diverses, plus ou moins, je dirais, intéressantes et importantes. Dans ce flot d'informations, il est alors crucial de savoir faire remonter ce qui sera des enjeux décisionnels lors de la phase d'engagement de votre client. Et là, c'est pareil. C'est rarement fait de façon optimale. On mesure que tout ça constitue en fait une véritable carte maîtresse dans votre jeu. Il s'agit de votre deuxième as que vous abattez sur la table. Tout cela pour dire tout le potentiel que vous avez devant vous pour prendre la pole position par rapport à vos compétiteurs. Je vous promets, ici l'espace est géant, tout au moins autant que dans votre expertise métier. Nous en arrivons à la troisième séquence de la vente, le montage de l'offre et votre soutenance face à votre interlocuteur, ce qu'on appelle aussi l'argumentation. Et là, de nouveau, je dirais qu'il y a un potentiel assez énorme. Les grandes maisons le savent, c'est pourquoi elles produisent des dossiers, des plaquettes, des films, etc. La proposition écrite pèse très lourd dans la décision de votre interlocuteur. C'est elle qui vous représente à leurs yeux. Vous le savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Je dis toujours, votre offre doit être votre meilleur représentant. Elle doit faire le travail à votre place. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous n'êtes plus là, c'est uniquement elle qui reste entre les mains de votre interlocuteur. Car souvent, il y a un délai de réflexion après la remise de l'offre. Et c'est à ce moment-là qu'elle passe de main en main entre les co-décideurs, qui sont quasiment jamais tous réunis lors de votre remise de ces éléments. Et dans l'offre, il doit bien sûr y avoir les éléments essentiels suivants. D'abord, il doit y avoir une phase de reformulation complète, besoin, contexte, paramètres de décision. Ensuite, il doit y avoir l'enchaînement des caractéristiques, avantages, bénéfices et preuves de votre solution, une synthèse décisionnelle. Vous devez surtout afficher ici le matching qu'il y a entre les enjeux spécifiques attendus par votre interlocuteur et les bénéfices en réponse de votre offre. C'est ce que j'appelle faire des soudures. Vous voyez, quand vous avez fait comme ça 2-3 soudures, votre offre prend beaucoup de valeur à ses yeux. Évidemment, tout cela doit, je dirais, être parfaitement orchestré aussi bien à l'écrit qu'à l'oral lors de la remise de vos éléments. Voilà, vous venez ici de déposer votre troisième as sur la table et vous commencez à avoir un très bon jeu avec un as pour le pitch, un as pour votre découverte et un as pour votre offre. Pour faire le carré d'as, il ne reste plus à présent que parfaitement bouclé avec la phase de closing. Déjà, la toute première chose que je tiens à dire sur le closing, c'est qu'à lui seul, il ne peut pas remporter une victoire. En particulier dans un contexte de vente à fort enjeu. Vous pouvez être le meilleur des closers du monde, ça ne suffira pas. Pire, selon moi, ça risque de desservir car trop d'effets de joute, trop d'effets de manche. Ici, la vente ne se fera que si la solution matche parfaitement avec le cahier des charges de votre interlocuteur. Le reste, je dirais que c'est un petit peu du domaine de l'illusion. Par contre, entre deux concurrents qui auraient une réponse technique de qualité similaire, vous vous doutez bien que l'habileté commerciale peut faire la différence. En fait, closer, c'est avant tout savoir fédérer la décision d'achat. Et oui, dans le closing, il y a aussi, je dirais, tout un art. Comme par exemple, savoir faire poser les questions par l'autre, ce qui évitera peut-être des objections. Et puis savoir y répondre en valorisant la question et en apportant toujours une réponse qui intègre le bénéfice qui est rattaché au sujet concerné. Vous devez aussi toujours conserver une loyauté totale, même face à ces questions pièges, même face à ces objections. Vous devez en fait ici toujours savoir désamorcer les obstacles avec calme, avec talent, en mixant en fait votre talent technique et votre talent commercial. Dans les techniques de closing, il y a aussi l'habileté à exposer le bien structuré et le bien fondé de votre prix, qui doit apparaître totalement justifié et en phase avec l'enveloppe budgétaire recueillie en phase de découverte. Parce qu'en fait, derrière se cache l'habileté à défendre votre marge, votre profitabilité, c'est-à-dire la construction de votre richesse. Il y a aussi l'art de la négociation, c'est-à-dire savoir perdre un petit peu ici pour gagner à côté, bien évidemment. Il y a surtout deux choses fondamentales. Savoir faire avancer votre interlocuteur et fédérer sa décision d'achat et maîtriser la technique du silence pour le responsabiliser. Enfin, quand vous ne remportez pas immédiatement l'affaire, il doit aussi y avoir un savoir suivre avec tact et non relancer. Enfin, vous devez savoir exploiter la satisfaction de votre client
quand il souscrit, notamment à travers l'obtention régulière de recommandations. Si vous avez compté, il y a ici une dizaine de doigtés à maîtriser en closing. C'est toute cette finesse qui construit votre quatrième as. Chez les experts de la vente, le closing ne ressemble jamais à un bras de fer. Ici, le vendeur d'élite a juste, je dirais, à cueillir le fruit. Vous voyez, un fruit mûr, à point, véritablement gorgé de saveur. Je vous rappelle les 4 composants du carré d'as que nous venons de voir ensemble. Le pitch, qui installe un climat de confiance. La découverte, qui vous place en pole position. L'offre, en fait, qui est votre meilleur représentant. Et le closing, qui fédère la décision d'achat. Vous trouvez sous cette vidéo le PDF de ce sympathique carré d'as. Je vous mets également un lien vers 2 programmes de formation, vente, closing et cold calling. Alors ces formations ont déjà fait quelques milliers d'euros et contribuent régulièrement à des croissances de chiffre d'affaires du genre plus 10, plus 30, voire plus 50% de chiffre d'affaires. J'espère que cette vidéo expert visant une position de vendeur d'élite avec un carré d'as entre les mains vous a inspiré et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, vous savez aussi comment nous montrer que vous avez apprécié son contenu, notamment je dirais avec un pouce bleu, ce qui évidemment nous fait plaisir et nous stimule, je dirais, à livrer encore plus de ressources gratuites. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et surtout bon business avec votre carré d'as.